Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Tommy, début de semaine. Bonjour, on est juste mardi quand même, Bonne tempête du printemps. Ça n'a pas de bon sens. Ça serait, je pense qu'il va en avoir d'autres de toute façon. Non. Le mois d'avril, sans tempête. Non, là, faut qu'elle fonde, la neige. J'adore la neige, mais là, faut qu'elle fonde, là. Ça suffit, là. Quand même, c'est une belle neige aujourd'hui. Pas trop de problèmes. En tout cas, on nous rapporte rien du côté du réseau routier non plus. C'est vrai que ça a été un hiver, désagréable avec beaucoup de neige, souvent sur le réseau routier, mais agréable pour les amateurs de plein air, le ski, la raquette, tout ça. Voilà. On parlera pas tellement de l'hiver, peut-être un petit peu à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. On va parler de tourisme, en tout cas. Tu l'as vu la vidéo, toi? La vidéo promotionnelle tellement belle. de Tourisme Sept-Îles, c'est bien vraiment fait. Vraiment un beau produit, ouais. C'est vraiment bien fait. J'avais adoré celle de Tourisme Côte-Nord sur la motoneige également, là, ouais, mais on est plus des que vues ça. avec des drones, mais c'est ça. Pour l'été, on va en parler de cette vidéo promotionnelle, de la saison estivale qui s'en vient, de la planification, tout ça. On est vraiment dans la saison de promotion, là. Je sais pas si toi, t'as décidé de tes vacances, de ce que t'allais faire pendant tes vacances cet été, mais il y a beaucoup de gens qui y pensent à ce temps-ci de l'année, normalement. Période. Donc, c'est le bon temps pour faire la promotion. Tourisme Sept-Îles était du côté du Salon des VR la semaine dernière, d'ailleurs, pour parler des attraits de notre belle ville. C'est Marie-Ève Cyr, qui est directrice générale de Tourisme Sept-Îles. Elle sera avec nous à Côte-Nord Attitude dans quelques minutes. La situation économique inquiète en Mingani également. Là aussi, on veut une aide directe, là, d'urgence pour les PME. Là aussi, on souhaite diversifier l'économie. Là aussi, on vit durement la crise liée à l'industrie minière. Là, est-ce qu'on a un beau Mingani? On a eu un beau Cétacé Sept-Îles et là, est-ce que c'est un beau Mingani? Non, mais on a là-bas, semble-t-il, un conflit entre le milieu économique et le milieu politique, entre autres. On va en parler avec Luc Noël. Il est préfet. Il a été élu comme préfet de la MRC de la Mingani jusqu'en novembre 2017. On va en parler aussi avec José Bélanger. Et puis, on va voir que la situation économique à Havre-Saint-Pierre, là, est pas plus rose qu'à Sept-Îles et Port-Cartier. On va du côté de nos voisins pour parler de leur économie à compter de midi 25-28 minutes sur nos ondes. Luc Noël et José Bélanger de la MRC Mingani seront avec nous. Hier, il y avait un atelier intéressant, une activité sur l'emballage de nos produits alimentaires. C'est intéressant. Ben là, sur la Côte-Nord, là, on a atteint une certaine maturité dans nos produits. On veut mieux se vendre. On n'est pas juste à créer des produits. Là, on est rendu à mieux se vendre et on a invité le directeur de l'Institut de technologie de l'emballage et du génie alimentaire, Monsieur Bruno Ponsard. C'était l'invité de la table bioalimentaire Côte-Nord pour parler. C'est spécialisé, ça, l'emballage et le génie alimentaire. Mais c'était vraiment intéressant parce que l'emballage a différentes fonctions, hein. Protéger notre produit pour le transport, pour communiquer. Donc, on a un design, on a de l'information à mettre. Puis souvent, ben, on est trop, on accroche sur certains points, on pense pas à d'autres. Fait que c'était vraiment de l'information hyper intéressante. Donc, je vous offre une entrevue là avec Monsieur Ponsard, qui est directeur de l'Institut, et également avec Denis Picard, là, qui Monsieur Bleuet en personne, que lui, il doit aussi penser des fois à changer certaines stratégies. Donc, je me suis entretenu avec lui également pour voir, lui, de son côté, c'est quoi les défis et les choses à laquelle il doit penser en termes d'emballage. On devrait entendre tout ça sur nos ondes à compter de midi 40 minutes des gens de la table bioalimentaire de la Côte-Nord. En fin d'émission, on a notre chronique assurance avec l'expert Guy Duchesne. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir un remboursement de sa compagnie d'assurance? On parle des étapes, donc, pour une réclamation aux assureurs à notre chronique en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
D'abord, les investissements miniers ont continué de baisser sur la Côte-Nord en 2016. Au Québec, ils augmentent légèrement pour la première fois depuis 2012. Selon l'Association minière du Québec, il faut maintenir la cadence. La directrice de l'AMQ, Josée Méthode, croit qu'il faudra mettre en place des conditions gagnantes pour espérer revenir au niveau d'investissement connu en 2012. La compétitivité du Québec face aux autres juridictions doit continuer de grandir, selon Madame Méthode. Des 3 régions minières du Québec, seule l'Abitibi a vu les investissements augmenter. Sur la Côte-Nord, les dépenses des compagnies minières ont atteint 611 millions de dollars en 2016, comparativement à 653 millions en 2015. L'Association minière invite le gouvernement à soutenir les projets d'avenir comme Mine Arnaud, mais aussi les projets de lithium et de terres rares. Destination Sept-Îles-Nakawi-Nanou obtient l'appui des élus de la ville de Sept-Îles pour un projet d'aménagement d'un pavillon d'accueil au quai des Croisières. La ville s'engage à fournir 175 000 $ pour ce projet de 1,5 million si le gouvernement du Québec et d'autres partenaires font leur part. Le conseil de bande de Ouachat-Macmagnotenam est invité à fournir 150 000 $ et le port de Sept-Îles l'équivalent de 250 000 $ en léguant son bâtiment à l'angle des rues Arnaud et Monseigneur-Blanche. La mairesse suppléante Charlotte Audette a rappelé hier que le chapiteau utilisé pour l'accueil des croisiéristes est usé et représente un coût pour chaque installation. 15 000 $ à chaque fois, oui, qu'on monte et démonte le chapiteau à cette île. La députée Lorraine Richard déplore l'absence totale de travaux pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. Elle rappelle que le premier ministre Couillard a lui-même mentionné récemment à Rimouski que le prolongement de la route 138 était une priorité de son gouvernement. Selon la députée de Duplessis, rien n'est prévu relativement à ce projet dans les investissements routiers annoncés pour la Côte-Nord pour 2017-2018. C'est la 2e année que le Québec ne consacre pas un sou pour prolonger la route à l'est de Kegaska. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, voulait pourtant devancer les travaux pour commencer en 2017. La Croix-Rouge recrute pour compléter son équipe de bénévoles à Sept-Îles et Port-Cartier. L'organisme intervient en moyenne une trentaine de fois chaque année sur la Côte-Nord auprès de sinistrés victimes d'un incendie ou d'une inondation. Des séances d'information sont prévues dans les prochains jours à Port-Cartier et Sept-Îles pour les futurs bénévoles de la Croix-Rouge. Selon la coordonnatrice des services aux sinistrés de la MRC de Cette-Rivière, Hélène Desaulniers, il s'agit d'une implication motivante qui permet de se dévouer à d'autres membres de notre communauté au moment où ils en ont le plus besoin. Les bénévoles de la Croix-Rouge offrent un réconfort et comblent les besoins essentiels d'hébergement, d'alimentation et d'habillement aux personnes sinistrées lors d'un événement qui force une évacuation. Et puis, le syndicat des métallos demeure confiant de conclure une entente négociée avec ArcelorMittal pour les 2000 travailleurs de la compagnie sur la Côte-Nord. Le coordonnateur Nicolas Lapierre espère que le mandat clair d'un vote de grève au moment opportun va amener la compagnie à revoir ses demandes de concession. Les travailleurs n'accepteront pas des pertes d'emploi proposées, par exemple, en réduisant à un opérateur par train au lieu de 2. Toutefois, le syndicat donne la chance à la négociation. Il y aura jamais assez d'argent au niveau monétaire pour nous faire accepter des demandes de concession au niveau normatif. L'état actuel des négociations, après 10 semaines, ne nous permettait plus d'avancer parce que l'employeur était tellement orienté vers ses besoins à lui, vers ses demandes de concession à lui, que nous, on n'avait pas d'autre choix que d'aller voir nos membres puis tenter de trouver une façon de faire débloquer ça. Le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, qualifie de recul historique les demandes de concession proposées par ArcelorMittal lors de la première ronde de négociation. Il dit vouloir améliorer les conditions des travailleurs d'Arcelor à Fermont et Port-Cartier, sans conflit, sans recours à la grève si possible, mais il croit que l'employeur doit considérer la détermination des syndiqués. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. La directrice générale de Tourisme Sept-Îles, Marie-Ève Cyr, est avec nous dans quelques instants.
La salle de spectacle Jean-Marc Dion est fière de vous présenter le samedi 1er avril à 20h un spectacle du Cirque Éloise, Circopolis. Laissez-vous entraîner au pied des gratte-ciels où des engrenages sombres donnent scène à des travailleurs aliénés. Au fil des tableaux, les artistes repoussent les limites imposées par la ville-usine et se libèrent de la monotonie routinière. Inspiré par le film classique Métropolis, Circopolis jongle avec les arts du cirque, du théâtre et de la danse à travers une mise en scène inventive accompagnée de musique et de projections vidéo oniriques. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Nouvelle de dernière heure. Tous les horaires de vol des aéroports du pays sont complètement chamboulés. Les avions décolleraient à n'importe quelle heure, dans les mauvaises directions et atterriraient n'importe où. L'œuf McMuffin serait-il en cause? Maintenant que McDo offre sa sélection déjeuner toute la journée, même le temps perd la notion du temps. Des œufs fraîchement cassés? N'importe quand. Dans les restaurants McDonald's participants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, la saison touristique va arriver quand même assez vite. Hein? Il reste beaucoup de neige à fondre, mais il y aura un été encore cette année. Il y aura des visiteurs de l'extérieur. Et d'ailleurs, on a bien commencé la promotion de Sept-Îles avec le lancement de la vidéo promotionnelle Sept-Îles à découvrir et à vivre. Je reçois la directrice générale de Tourisme Sept-Îles, Marie-Ève Cyr. Bonjour. Bonjour, Jean. Marie-Ève, on est en pleine saison de promotion. Là, Tourisme Côte-Nord fait aussi beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Le lancement de la vidéo, d'abord, ça a été un beau travail. Hein? Je pense que elle circule pas mal sur Facebook. Pour l'instant, ce sont surtout les Sept-Îliens qui l'apprécient, je pense. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vu que c'est partagé, il y a beaucoup de gens qui le voient, donc ils repartagent aussi, des gens de l'extérieur. On est rendu à 275 000 personnes atteintes. Il y a eu plus de près de 2700 partages. Donc, on continue le buzz. On demande à tout le monde de partager et d'aimer la publication pour justement continuer à faire diffuser cette vidéo-là un peu partout au Québec et dans le monde. Là, on est vraiment dans la saison où les gens réfléchissent. Hein? On est en train de regarder. Moi, j'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances l'été prochain. Il y a plein de monde au Québec que c'est comme ça. C'est vraiment le temps de lancer des vidéos comme ça. Hein? Le timing est bon, comme on dit. Le timing est excellent. D'ailleurs, on était au Salon du VR à Québec en fin de semaine avec Tourisme Côte-Nord et des partenaires. Donc, on a pu montrer la publicité. On continue dans cette lancée-là parce qu'il y a des gens aussi de l'extérieur du pays qui, eux, choisissent aussi leurs vacances en ce moment. Donc, c'est vraiment, on est dans un bon timing et c'est pour ça que le buzz fonctionne, je crois. C'était une belle expérience de tournage, dit-on, là, les gens qui ont réalisé cette vidéo-là avec un drone, des belles images de cette île. Vous devez déjà avoir quand même pas mal de feedback depuis que c'est lancé la vidéo promotionnelle de cette île. Là. Oui, très positive et d'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait « Wow, j'aimerais ça y aller ». Pourtant, on vit dedans, donc ça a été vraiment, ils ont travaillé énormément fort et je crois que le rendu le montre évidemment et ils ont apprécié leur séjour. Ils sont même venus faire passer des vacances l'été dernier, 2 semaines après le tournage, là, ils sont revenus. Cinex 3 Productions, c'est ça, c'est les gens qui ont produit cette vidéo-là. Là. Ça s'est fait l'été dernier, donc est-ce qu'on avait on lui aura donné quand même les grandes orientations, là, on avait une idée précise de ce qu'on voulait, entre autres, faire davantage la promotion de vos propres installations à Tourisme Sept-Îles? On voulait montrer cette île, mais vraiment grandeur nature. Notre slogan, c'est cette île à découvrir et à vivre. Donc, c'était vraiment pour découvrir et vivre la région. Donc, on leur a fait des expériences. Ils ont vécu, ils ont été dormir dans la tente équipe sur les Grandes Basques. Ils ont profité du lieu qui est en fête. Ils ont été faire du kite avec des gens et du surf. Donc, ça a été vraiment, eux en ont profité. On a vraiment beaucoup d'images et ces images-là vont pouvoir être gardées pour justement faire d'autres petits topos par rapport à la culture, par exemple, par rapport au bord de mer. Donc, on va continuer à diffuser tout ça. Comment je voyais dans votre communiqué là, que vous ciblez certaines régions, là, les habitants de certaines régions pour cette campagne. Là. On cible une clientèle, bon, entre autres Montréal, Gatineau, Charlevoix. C'est des gens qui ont
qu'on est habitué de voir sur la Côte-Nord? Pourquoi ces villes-là, ces régions-là? Là? C'est vraiment des gens qui de plus en plus viennent dans la région, donc on les a ciblés parce qu'on a un budget quand même restreint là, pour la promotion. Donc on doit faire du ciblage comme ça, et là on a regardé nos statistiques et on a dit go, on essaie cette partie-là du Québec. Marie-Ève, il faut bien comprendre que Tourisme Sept-Îles, c'est la corporation de la ville de Sept-Îles. Il y a aussi Tourisme Duplessis, Tourisme Côte-Nord. Il y a beaucoup d'organisations qui font des efforts, même les entreprises elles-mêmes. Hein, chacun fait la promotion de sa propre entreprise, ses services, ses possibilités. Est-ce que c'est concerté tout ça? On regarde quand même pour que les campagnes de promotion là aillent un petit peu dans le même sens quand même. Effectivement, parce qu'on doit travailler en collaboration, en partenariat avec les différents partenaires. Comme je vous disais, on est allé au salon du VR, on était plusieurs. On fait des pubs ensemble de partenariat avec Tourisme Côte-Nord. C'est très important d'être tous ensemble parce que justement, on a des budgets restreints et on doit présenter vraiment la région, la ville ensemble pour avoir une meilleure visibilité. Dans le cas de Tourisme Sept-Îles, c'est un des volets de votre travail. L'équipe, finalement, là, oui. Il y a beaucoup de l'accueil des visiteurs pendant la saison. Vous gérez, certaines installations sur l'archipel de Sept-Îles, au centre plein air du lac des Rapides également. Vous manquez pas d'ouvrage à Tourisme Sept-Îles quand même? Non, pas vraiment. On continue. La ville est quand même assez jeune, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de développement. Et on travaille vraiment en collaboration avec plusieurs partenaires pour justement continuer à développer, continuer à valoriser le secteur, que ce soit l'archipel, que ce soit le centre plein air ou la ville. Donc on travaille vraiment énormément fort côté touristique. Il reste que les déplacements dans des salons pour aller vers les gens, présenter cette île avec un kiosque, les investissements en publicité, la production de la vidéo. C'est important pour vous autres. J'imagine que si on avait des millions, on serait bien content aussi là, faire des campagnes publicitaires pour faire connaître cette île à la TV, par exemple. C'est toujours très coûteux, mais on y va avec les moyens qu'on a. Hein? Effectivement. Et là, il y a aussi des nouveaux fonds. Hein? J'entendais la ministre dimanche annoncer un plan d'investissement dans le tourisme, 70 millions de dollars pour l'ensemble du Québec. Il va falloir travailler fort pour aller chercher sa part de ces montants-là à cette île. On va travailler fort. C'est sûr que les entrepreneurs privés ou aussi les OSBL vont pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça nous touche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de secteurs concernant tout ce qui est événementiel, aventure, le maritime. Donc, on va pouvoir vraiment aller chercher une partie de cet argent-là. Il va y avoir beaucoup de travail à faire et il y a aussi une entente régionale qui va être présentée sous peu par Tourisme Côte-Nord pour justement tout ce qui est développement régional. Donc, c'est vraiment moi je lance ça à tous les entrepreneurs, tous les OSBL. C'est sûr que là, on a vraiment des grandes lignes, mais lorsqu'on va avoir les subventions, vraiment, là, on va pouvoir attacher tout ça et je crois qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu pour justement consolider l'offre touristique à cette île et dans la région de la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'on voudrait améliorer là pour inviter plus de monde, pour que les gens aient plus de fun? Puis on parle de tourisme, mais l'été, c'est aussi notre monde qui profite du centre plein air du lac des Rapides, de l'archipel de cette île, de vos installations. Il y a aussi les Sétiliens qui s'amusent l'été, qui ont des vacances puis qui s'en vont pas tout le temps à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on souhaite améliorer là, dans l'industrie touristique localement à cette île? Ben, je crois vraiment que c'est consolider l'offre touristique pour qu'on ait 4 saisons. Donc, je crois que c'est important cette partie-là, mais il y a beaucoup de choses à développer et on est une région jeune, donc il y a vraiment beaucoup de potentiel et c'est vraiment d'avoir le plus de créativité possible et le plus d'idées possibles pour avancer les projets, pour justement consolider l'offre touristique, que ce soit au niveau local, régional et international avec les croisières internationales. Là, on est un peu au début de la saison de promotion, je dirais, pour Tourisme Sept-Îles. Est-ce que le téléphone sonne? Est-ce qu'il y a des gens qui déjà s'intéressent là, puis savent qu'ils vont venir en vacances chez nous l'été prochain? Ben nous, ça fait depuis le début mars qu'on fait des salons. On a fait déjà c'est notre 2e salon. On va faire aussi des présentations avec des réceptifs et tout ça dans les prochaines semaines. Donc oui, ça sonne. Oui, les gens sont présents et avec le Québec Maritime, qui est un organisme qui s'occupe à l'international de la région Côte-Nord, on a des appels de l'international pour justement venir en région. Donc ça, c'est vraiment positif. Il y a des navires de croisière. Il y aura un grand événement à cette île. Vous allez sûrement être très présent. Là, c'est à quel
quelque part en juillet qu'on reçoit les grands voiliers pendant 3 jours à cette île. Ça va être pratiquement un festival, ça, un de plus. Un de plus, mais c'est une belle découverte. C'est des grands voiliers qui viennent nous visiter pour le 150e. Donc, je crois que ça va être vraiment une belle visibilité pour cette île et je crois que c'est quelque chose à voir parce que des grands voiliers, la dernière fois qu'on en a vu comme ça dans le fleuve Saint-Laurent, c'était en 1984. Donc, c'est à voir. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu une des dernières tempêtes de neige de l'année là que j'ai tendance à associer le tourisme à l'été depuis tantôt là, mais bien sûr on le développe comme 4 saisons comme tu le disais. Est-ce qu'on est satisfait de l'hiver qu'on a connu? Il me semble qu'on avait un super bel hiver là pour que les gens viennent s'amuser chez nous, entre autres en motoneige bien sûr. Oui, les chiffres sont pas encore sortis, mais je crois que c'est très positif et franchement là on a eu une belle saison hivernale et je crois que les motoneigistes ont pu en profiter. Et là on est aussi dans l'organisation de l'été qui s'en vient, j'imagine. Il y a de l'embauche qui se fait entre autres, les étudiants, ils en ont engagé pas mal du monde là pour l'archipel entre autres et le centre plein air aussi. Oui, non, on est une grosse équipe l'été parce que justement on a plusieurs sites de gestion là qu'on a à faire. On a plusieurs sites. Donc oui, on a l'archipel, on a la maison du tourisme et aussi on a le centre plein air du lac des Rapides. Donc ça devient une grosse équipe, des petites fourmis qui travaillent énormément fort durant l'été, mais durant l'année il y a plein de petites fourmis aussi au bureau. Donc vous venir nous visiter au 1401 boulevard L'Art ou sinon à nos bureaux administratifs au 415 avenue Arnaud. Hier au conseil municipal à la ville de Sept-Îles, les élus ont discuté d'un projet de pavillon d'accueil pour les croisiéristes qui se ferait avec le port de Sept-Îles. Mais pour touristes Sept-Îles, vous êtes déjà bien installés là. Maintenant que vous avez un pied à terre sur la rue Arnaud, un autre pied à terre à l'entrée de la ville, on utilise bien ces bâtiments. On est bien équipés pour accueillir les gens finalement. Oui, puis il faut pas oublier le kiosque d'interprétation où il y a le Hermel à la Marina. Donc on est aussi présent là. Les gens peuvent avoir de l'information touristique à ces endroits-là. Ben on a hâte à l'été, Marie-Ève Cyr, directrice générale de Tourisme Sept-Îles. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup, bonne journée. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. La production Traiteur Bistrot vous offre la gastronomie abordable à emporter selon vos besoins. Avec la boîte à lunch, un bon repas sans avoir à se déplacer pour vos convives et collègues. Peu importe l'événement, nous avons le menu approprié livré à l'endroit de votre choix. Avec le cocktail dînatoire, la formule parfaite et décontractée pour vos 5 à 7 anniversaires et événements de toutes sortes, question de bien manger sans passer des heures à table. Événements, réunions, réceptions. La production Traiteur Bistrot a le service qu'il vous faut. Pour plus d'informations, visitez laproduction.ca 960-0960. Vous prévoyez un séjour à Québec? Offrez-vous l'expérience Concorde. Situé en plein cœur du centre-ville, l'hôtel Le Concorde propose un parfait mélange d'élégance et de confort. Nos chambres multiples sauront répondre à vos besoins avec Internet haute vitesse, accès à la piscine et spa intérieur ainsi qu'à la salle d'entraînement. Régalez-vous en toute beauté avec le restaurant Ciel, notre bistrot-bar tournant avec vue imprenable sur la vieille capitale. Nombreuses activités familiales et culturelles à proximité, tarifs corporatifs avantageux et plusieurs forfaits attrayants. HôtelLeConcordeQuébec.com. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Eh bien, les économies de Port-Cartier, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et la Minganie tournent au ralenti, hein, on le sait. Il y a plusieurs efforts. On sollicite le gouvernement du Québec de part et d'autre pour une relance, pour des gestes également, pour soutenir les PME, tant du côté de la Minganie que de la MRC de Sept-Rivières. On en parle avec le préfet Luc Noël, de même qu'avec José Bélanger, qui est responsable des services de développement à la municipalité régionale de comté de la Minganie. Bonjour les gens de la Minganie, là. Bonjour. Bonjour. D'abord, Luc, la réalité, là, actuellement, à Havre-Saint-Pierre, c'est beaucoup depuis un ralentissement à QIT Ferré-Titane, là, Rio Tinto Ferré-Titane maintenant. C'est l'industrie minière qui était la base à Havre-Saint-Pierre, comme à Sept-Îles et Port-Cartier. Et là, on vit durement le ralentissement depuis un bon 2 ans quand même, là. Définitivement, Jean. On sait que Rio Tinto Ferré-Titane, c'est quand même le nerf économique de la Minganie et principalement d'Havre-Saint-Pierre.
Saint-Pierre. Et le ralentissement à Rio Tinto Ferro-Titane fait mal aux travailleurs de la région et aux entreprises de la région. Oui, sans nécessairement comparer les deux situations. J'ai même l'impression qu'au Havre, c'est pire. Là, il y a encore moins de diversité, moins de possibilités d'emploi. C'est l'exode qui menace les familles, finalement. Quand on perd son emploi à Havre-Saint-Pierre, on est obligé d'aller voir ailleurs, finalement, après un certain temps. Vous connaissez notre structure industrielle, hein? C'est rien de comparable à cette île. On a une structure industrielle assez faible. Donc, c'est certain qu'aussitôt qu'on a des problèmes à Rio Tinto Ferro-Titane, qui est un des gros employeurs locaux, ça fait mal à notre économie. Et bien sûr, lorsqu'on perd son emploi ou qu'on est habitué de travailler 12 mois par année, c'est pas facile de travailler 6 mois par année. On sait que ce sont des jeunes familles avec des enfants. Donc, financièrement, ils se sont engagés pour s'acheter une maison, un auto, etc. Et là, il y avait 12 mois pour tout payer ça, puis ça se retrouve condensé dans 6 mois. Donc, c'est extrêmement difficile pour ces familles-là. Et aussi, s'ils ont moins de salaire, ils font aussi moins de dépenses. Fait que ça a un impact direct sur notre économie. C'est certain que ça peut menacer en bout de ligne l'exode de gens vers d'autres régions. À Sept-Îles et Port-Cartier, on a quand même l'espoir. Là, on regarde le prix du fer qui remonte tranquillement. On se dit, il y a peut-être des projets comme la mine du lac Bloom qui va réouvrir. Du côté de Fer et Titane, est-ce qu'on a quand même espoir que ça revienne qu'est-ce que c'était avant, là, comme importance comme employeur, là? Écoutez, j'ai rencontré dernièrement le président de Rio Tinto Ferro-Titane. Il est venu à Havre-Saint-Pierre nous rencontrer et il nous expliquait, lui, que les nouveaux joueurs au niveau international, lorsque le prix du fer était élevé, comme en Chine surtout, où est leur principal compétiteur, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pouvaient retirer le titane parce que eux aussi, ils pouvaient extraire le fer et le titane à même. Et donc, lorsque le prix du fer était élevé, ils pouvaient retirer le titane et là, ça devenait un compétiteur dangereux. Lorsque le prix du fer est plus bas, ils ont moins intérêt à le retirer. Donc, Rio Tinto Ferro-Titane, elle se retrouvait sur un marché un peu moins compétitif. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'on sait que l'an prochain, il y a une négociation avec les travailleurs de Rio Tinto Ferro-Titane, fait qu'on comprendra bien que c'est pas nécessairement dans les cartes peut-être de Rio Tinto Ferro-Titane à ce moment-ci d'ouvrir tout grand les vannes de l'exploitation du minerai pour en arriver avec une entente un peu plus onéreuse pour eux en 2018. Mais là, remarque bien, là, ce sont juste, je pense tout haut, là. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais on espère que ça va revenir à la normale éventuellement. José Bélanger, quand on est responsable de développer dans une région comme la Mingani, là, dans le contexte qu'on vit actuellement, il n'y a rien de facile, là. On cherche surtout à diversifier l'économie. Est-ce qu'il y a des projets sur la table actuellement, là? C'est sûr qu'il y a des projets sur la table, mais vous comprendrez qu'on peut pas nécessairement nommer les promoteurs de projets parce que quand les projets sont en cours, on fait pas nécessairement de publicité sur des projets qui sont pas encore en cours de réalisation. Mais oui, effectivement, on travaille à la diversification de toutes sortes de façons avec des petits, des moyens et des grands projets parce que il n'y a pas de projet à laisser de côté dans un contexte comme celui-là. Par contre, dans la perspective, là, je dirais, là, des demandes de soutien au niveau gouvernemental, qu'on apprécierait, en fait, de façon à intensifier nos efforts puis à avoir, à accélérer, en fait, les efforts de diversification parce qu'il y a beaucoup de travail qui est en marche depuis fort longtemps. Mais l'appareil gouvernemental, répond pas à l'appel, en fait, des programmes gouvernementaux, puis ça fait des années, au-delà du contexte économique, ça fait des années qu'on le dit qu'ils sont pas bien adaptés pour répondre aux réalités et de nos entreprises et des entrepreneurs, puis de la réalité de notre écosystème économique, là, je dirais, le tissu économique local. Puis, ça répond pas rapidement parce que à partir du moment où on fait une demande d'un fonds d'urgence, le mot urgence là, est quand même important dans la demande. Au bout de 12 mois, on n'a pas encore de retour officiel ou en tout cas, malgré plusieurs relances, malgré demande de contribuer au processus avec les intervenants gouvernementaux, ça nous apparaît, on doit pas avoir la même définition du mot urgence, là. Actuellement, ce qu'on veut sauver, c'est les PME existantes. On en a ciblé quelques-unes. C'est un peu comme à Sept-Îles. On nous dit à Sept-Îles qu'il y a peut-être encore une dizaine de PME qui sont menacées de fermeture. Chez vous, c'est la réalité aussi, là. Ce qui est arrivé, tu te rappelles, là, on a calculé en 2015 avec Ferro Atlantica qui, malheureusement, ne s'est pas installé à Port-Cartier. Ça a
partir de ce moment-là que les PME ont eu beaucoup plus de difficultés parce que les PME tentaient de pallier jusqu'à ce que Ferro Atlantica s'installe. Finalement, le gouvernement n'a pas répondu assez vite aux demandes de Ferro Atlantica, il a décidé de ne pas s'installer à Port-Cartier. C'est à partir de là qu'on a commencé à réclamer en 2016 de l'aide pour nos PME. Il y avait une rencontre qui avait été prévue par Mme Doyle avec le ministre Arcan, à laquelle d'ailleurs a assisté Mme Thériault. Ça a eu lieu effectivement le 3 février. Et à partir de ce moment-là, Mme Doyle est devenue notre porte-parole à l'ensemble. Et ce qu'on demandait, on voulait offrir aux PME un programme d'aide pour passer au travers de la crise jusqu'à temps, style pré-étudiant, jusqu'à ce que la situation économique devienne financièrement beaucoup mieux pour eux. Et malheureusement, ils ont fait travailler notre service de développement et José pourra vous en parler, Mme Bélanger. Tout le monde a été appelé à mettre l'épaule à la roue et malheureusement, à date, on n'a pas encore eu de réponse du gouvernement. Mais comment ça que le chantier Romaine là, ne compense pas? Comment ça que les PME d'Orve-Saint-Pierre et de la Minganie ne travaillent pas en sous-traitant pour d'autres là, plus grosses compagnies au chantier Romaine actuellement? Vous avez le plus gros chantier du Canada dans votre cours jusqu'en 2020, puis le monde du Havre travaille pas là. Tu as tout à fait raison, Jean. On est victime, bien souvent, là, du manque de volonté politique de nos gouvernements ou des ententes qu'ils signent au-dessus de nos têtes à laquelle on prend connaissance juste au moment où on veut accéder à ces chantiers-là. Exemple, l'entente de travail Québec-Ontario ou l'ALENA ou d'autres, ce type d'entente-là fait en sorte que lorsqu'on arrive, qu'on réclame pour le milieu des emplois ou des jobs pour nos PME, là, ils nous sortent une entente que là, s'ils dépassent 45 ou 50%, qui peuvent être poursuivis en fonction de l'entente qu'ils ont signée au niveau provincial. Fait qu'ils se prennent des décisions dessus de nos têtes sans tenir compte que le développement des régions doit passer par l'engagement des PME et des gens qui y travaillent. Parce qu'à partir du moment où les gens vivent dans une région, qu'ils n'y travaillent pas ou que les PME n'ont pas de contrat, ça fait en sorte que ça vide nos régions s'appauvrissent. Oui. Et vous savez, lorsque ce gouvernement-là a pris le pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est enlever le R du MAMO, le ministère des Affaires municipales, qui était aussi des régions, avec le R, ils l'ont enlevé. Donc, les régions devenaient comme le reste du Québec. Mais ce n'est pas vrai. Les régions ont besoin du gouvernement et de son implication pour se développer. Et malheureusement, le gouvernement ne nous aide pas dans ces dossiers-là. Mais une économie basée sur l'aide du gouvernement, c'est pas très, très sain non plus, là. J'imagine qu'on veut se développer avec le privé. Qu'est-ce qui reste comme industrie qui marche, là? Il y a les pêches commerciales et le tourisme quand même en Minganie. On va miser là-dessus pour l'avenir? C'est sûr que ça fait partie des options de diversification, mais je voudrais juste rectifier le fait qu'on veut pas une économie qui repose sur l'aide du gouvernement. On veut une économie sur laquelle le gouvernement intervient de façon intelligente, adaptée à nos réalités, avec les mêmes programmes qui sont en vigueur pour d'autres régions du Québec, là. C'est-à-dire que si les programmes ne fonctionnent pas en fonction de la réalité, il faut toujours bien que le gouvernement intervienne de façon intelligente dans ces territoires en fonction de la réalité qui s'y trouve, là. C'est pas, on veut pas des subventions puis un poumon artiel. On veut juste que, en fonction de ce qui est déjà existant, qu'il y ait une adéquation par rapport aux réalités qui sont vécues, puis à la limite même une adaptation des programmes déjà existants pour intervenir de façon adéquate. Moi, je peux juste dire là, que quotidiennement, ici, dans le service de développement, on travaille des projets avec des promoteurs, que ce soit en tourisme, en pêche, sur de la transformation de ressources naturelles, dans les services, dans tous les secteurs d'activité qui sont présents ici. Mais trouver à attacher du financement, à répondre à des contraintes multiples de programmes, c'est quelquefois, ça relève du cirque du soleil, là. C'est-à-dire que c'est de la conception, de l'équilibrisme, puis de la jonglerie. Il pourrait y avoir là, une approche qui nous permettrait de faciliter puis d'accélérer en fait la réalisation des projets s'il y avait un minimum de cohérence là entre les ministères, les agences, les organisations auxquelles les entreprises peuvent se qualifier au même titre que n'importe quelle autre entreprise là sur l'ensemble du territoire du Québec. Là, on ne demande pas plus que pour les autres, on demande une adaptation intelligente en fait des interventions dans les différents ministères et organisations qui relèvent du gouvernement. Aussi, Jean, aussi pour répondre à ta question au niveau du gouvernement, José, je pense que je viens d'y répondre un bout, mais il y a aussi tout l'aspect de l'occupation et de la vitalité du territoire où ce que le gouvernement est en train de vider notre région avec les directions régionales qui se déplacent vers d'autres lieux. On a qu'à regarder Optilab, un dossier qui est très bien connu au niveau de la région. Le gouvernement se doit d'occuper et doit être un partenaire important pour l'occupation et la vitalité du territoire. Et le gouvernement prend des décisions sans venir nous voir, discuter avec nous et vide la région de direction régionale. Donc, ça aide à
appauvrir la région. Fait que c'est à ce moment-là, quand on dit, le gouvernement, là, arrêtez là, de vider notre région puis restez les directions régionales chez nous, c'est ça qu'on demande aussi au gouvernement. Dans ce contexte-là, il n'y a pas un risque de division là, dans la région. Actuellement, il y a un collectif qui s'est formé à Sept-Îles pour agir pour une relance. Du côté de Havre-Saint-Pierre et de la Mingani, la MRC interpelle directement le ministre Arcan, le gouvernement du Québec. Port-Cartier va faire la même chose, a des attentes pour le quai municipal dans le budget de cet après-midi. Là. Il n'y a pas un risque que chacun veuille tirer un peu la couverte de son bord, là, de division dans ce contexte-là? Non, je pense pas. On veut pas faire du cannibalisme dans la région. C'est un cri du cœur qui vient de tous les secteurs de la région, justement pour démontrer notre écœurant trip aigu de la façon dont le gouvernement nous traite. Vous savez, quand j'entends le ministre Arcan dire à la TV que 6% de chômage sur la Côte-Nord, je vais vous dire une chose, je vous dirai pas ce que j'en pense. S'il y a juste 6% de chômage sur la Côte-Nord, c'est parce que les autres sont rendus sur le bien-être social. La région continue de s'appauvrir de jour en jour et le gouvernement, malheureusement, ne répond pas aux besoins de la région. Ben, c'est même à l'intérieur de nos régions, il y a des risques de division. À Sept-Îles, on sent des fois une certaine tension entre le maire et le milieu économique. Chez vous, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas déjà en campagne électorale en Mingani actuellement pour la préfecture. Là, il y a un candidat qui semble intéressé à remplacer Luc Noël actuellement. Ben, ça fait longtemps que ce candidat-là voudrait remplacer Luc Noël, voudrait remplacer le conseil municipal d'Havre-Saint-Pierre et tous les conseils municipaux de la région. Pour eux, ça va jamais assez vite, assez loin. Mais malgré qu'il se lance très tôt en campagne, écoutez, là, la préfecture, c'est pas, comme j'ai dit à d'autres radios, c'est pas une campagne présidentielle. Je pense que j'ai pas eu un mandat de 3 ans, j'ai eu un mandat de 4 ans. Tu sais, quand ça sera le temps là, de vraiment déposer ma candidature, si je décide d'y aller, on jouera la campagne électorale à ce moment-là. Eh bien, Luc Noël, préfet de la MRC Mingani, José Bélanger, responsable du développement économique sur ce territoire. Un gros merci pour cette entrevue radio. Merci, Jean. On vous remercie. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Depuis son ouverture, près de 600 personnes et leurs proches ont bénéficié des services de l'Élime des Sables, maison de soins palliatifs de Sept-Îles. Le téléradioton La Récolte est une activité bénéfice stratégique pour faire la différence en fin de vie. Dimanche le 2 avril prochain, de midi à 18h, aux Galeries Montagnaises, vous pourrez faire votre contribution. Assistez à un spectacle. Le tout diffusé sur Cogeco TV ou sur le site élimedessables.com. Vous pourrez faire un don en ligne. Ce message est une contribution d'Attraction Radio, partenaire privilégié du Téléradioton. Mercredi le 29 mars à 19h30, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous présente un concert des jeunesses musicales du Canada. Des femmes, une voix. Ce concert met de l'avant des œuvres rares de compositrices pionnières reconnues, mais trop souvent négligées du récital moderne. C'est le langage tout féminin que Magali Simard-Galdès et Karine Bétourné vous présentent dans un répertoire audacieux, ponctué d'anecdotes sur la vie, les amours et les deuils de ces femmes unies par leur amour de la voix. Une collaboration avec le Conseil québécois de la musique. Billetterie au 766-0101. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Tommy Auger t'a assisté hier à un atelier très intéressant sur l'emballage des produits alimentaires spécifiques à la Côte-Nord. Ça comprend tellement plus de choses qu'on peut penser l'emballage. Oui, de préserver ou de protéger notre produit, mais aussi donner de l'information, à aider au transport, à l'expédition. C'est de la mise en marché. C'est de la mise en marché, se vendre, attirer l'attention. Vraiment, là, c'était hyper intéressant la présentation de Bruno Ponsard, qui était l'invité là, de la table bioalimentaire Côte-Nord. Lui, il est directeur de l'Institut de technologie de l'emballage et du génie alimentaire. Vraiment, là, des gens qui travaillent dans des dossiers très pointus. C'est lui qu'on entendra en premier lieu. On parle un petit peu là, des spécificités des choses sur la Côte-Nord aussi. Là, peut-être l'écologie derrière l'emballage. Vraiment, là, il nous parle là, de différentes choses qu'il a parlé durant la séance d'information. Puis en deuxième lieu, vous allez entendre Denis Picard, qui est qui est propriétaire de, je veux juste être sûr là, de Bleu Nord, donc sa bleuetière. Sur lui, les défis là qu'il a à faire pour réussir. Des bleuets, là, il y en a de partout. Il y en a du Chili, il y en a du Saguenay, il y en a de partout. Comment lui peut se démarquer ou réussir à trouver une niche dans les produits qu'il vend. Donc en premier lieu, Monsieur Ponsard, et en deuxième lieu, Monsieur Picard. On écoute ces deux entrevues à l'instant.
Est-ce que faut y penser dès la conception, dès les premiers pas? Ah oui, tout à fait. C'est malheureusement souvent pas le cas. Les gens développent leurs produits, innovent beaucoup sur leurs produits, ont développé la fierté du produit alimentaire. Ils sont très fiers de ce qu'ils ont développé. Et à la fin, ils disent, écoute, il faut que je l'emballe ce produit pour le distribuer au détail, à chéri, peu importe. Mais la pensée doit être au début. Au départ, quand on innove, il faut vraiment avoir cette approche globale, emballage, procédé de conservation et produits alimentaires pour pouvoir trouver les meilleures solutions en bout de ligne. Et pas à la fin. Parce qu'à la fin, c'est souvent, mais comment je vais l'emballer? Est-ce que je vais le faire de cette façon-là? Je le sais pas. Mais là, il est un peu trop tard. Parfois, le produit a été développé. Donc, il faut... mais ça, c'est une approche que les entreprises doivent apprendre. Et il y a bien des entreprises qui le font pas. On est là un peu pour ça, pour les essayer de les stimuler à cet égard-là. Ici sur le conteneur, comme on disait, on est encore assez jeune en termes de production alimentaire et de développement de produits. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à laquelle on doit absolument penser ici sur la Côte-Nord? Est-ce qu'il y a une particularité? On parle souvent du territoire, donc l'exportation, le transport. Je pense que, en fait, c'est le territoire, la production sur le territoire a une valeur ajoutée. On parle souvent d'acheter, en fait, de produire localement, de distribuer localement, mais le local a aussi un intérêt pour aller plus loin. Les gens s'accrochent beaucoup à ça, donc il y a une certaine authenticité du produit qui est développé localement. Puis il faut aller chercher d'autres marchés. C'est peut-être pas nécessairement d'aller chercher le marché japonais, c'est peut-être pas ça actuellement qui est important, mais c'est par exemple de rayonner sur le territoire québécois ou canadien avec la spécificité, l'authenticité des produits qui sont développés ici. Et pour ce faire, souvent, c'est des produits qui peuvent être sensibles, en termes de conservation, etc. Donc, la conservation et l'emballage ont un rôle à jouer pour aller chercher ces marchés additionnels-là. Parfois, mettons un poisson ou un petit fruit, de partir de cette île pour aller jusqu'à Montréal ou jusqu'à Toronto, ça peut être un défi pour qu'il soit consommé de façon frais, etc. Alors, la conservation et l'emballage vont jouer ce rôle-là pour permettre à ce produit-là, qui a peut-être des caractéristiques uniques, de pouvoir atteindre ces marchés, puis des marchés qui ont du volume, par exemple, on parle du Grand Montréal, du Grand Toronto, etc. Donc là, vous avez une capacité d'aller chercher des marchés additionnels. Est-ce que, lors de la conception, on a tendance à négliger un des aspects de l'emballage? On parlait du transport, de la conservation, de la communication. Est-ce qu'il y a un de ces aspects-là qui, les gens ont peut-être un peu plus tendance à négliger? Mais oui, en fait, souvent c'est le cas parce que les gens voient peu l'ensemble des fonctions de l'emballage. La conservation est souvent présente parce que ça touche le produit directement. La communication aussi parce que c'est la partie graphique. Donc on va aller chercher des choses qui sont intéressantes. Le transport, là déjà, ça tombe dans quelque chose qui est un peu plus flou. On fait comment je vais le transporter? Il faut que je fasse une palette. Faut que je ok, c'est bon. Et là il y a un peu moins de savoir-faire. Puis après, c'est penser pour l'utilisateur. Ça aussi, c'est encore, on emballe son produit avec ce que l'on connaît de son produit, qui est important, bien évidemment, mais il faut aussi connaître son client. Comment on va faire pour bien le servir? Puis c'est une autre démarche. C'est pour ça que se poser l'ensemble des questions, avoir cette approche globale-là est importante. Les entreprises ont tendance des fois à se restreindre un petit peu. Vous avez parlé de recyclage, réutilisation, compostage de l'emballage. Est-ce que les gens dans les entreprises se doivent de plus en plus d'avoir une conscience éco-citoyenne dans la conception du produit à la base? Oui, il y a différents leviers là. Déjà de travailler à optimiser les emballages, donc à utiliser juste les matériaux qu'il faut. Mettons le ratio produit-emballage, donc les volumes, pas avoir un gros emballage pour un petit produit, ça j'exagère, mais c'est juste pour donner l'image. Donc ça c'est important, c'est déjà une partie de l'étape. Puis choisir des matériaux qui sont par exemple facilement recyclables, qu'on peut avoir une fin de vie ou réutilisable. L'approche d'économie circulaire ou de fin de vie est importante. Les gens en sont de plus en plus conscients, mais il faut faire des choix éclairés parce que des fois des bonnes idées peuvent aller dans des directions qui sont pas nécessairement les bonnes actuellement. Ça veut pas dire qu'elles le seront pas dans 5 ou 10 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire que la mode sans emballage est une utopie?
C'est drôle, on m'a déjà posé cette question en Europe. J'ai participé à une conférence, c'était un monde sans emballage, utopie ou réalité. Bon, moi je disais utopie, bien évidemment, je suis un spécialiste en emballage. Je pense qu'il y a des produits qui peuvent ne pas être emballés. En fait, de façon primaire, on les emballe pour le transporter, etc. Il y a le vrac qui se développe, il y a des façons de faire qui se développent et c'est correct. Mais il y a des produits qui ont besoin d'emballage, il faut travailler à les optimiser pour qu'il y ait le moins d'impact environnemental, qu'ils soient pensés dans une approche développement durable. Monsieur Bruno Ponsard, merci beaucoup. Merci bien. On parle d'emballage. Déjà pour des petits fruits, c'est pas évident. On en a de toutes les sortes, tous les besoins. Pour vous, c'est quoi le plus gros défi en termes d'emballage? Le gros défi, c'est parce qu'il faut toujours que tu te poses une question à toi-même. Hein? Ça veut dire, l'emballage, c'est un peu le reflet de ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Puis, il faut que tu t'atteignes le consommateur. Bon, quel sera le meilleur emballage pour satisfaire 150% tes consommateurs, puisque ce que tu veux, c'est en vendre et en revendre et en revendre tout le temps. Fait qu'il y a un paquet de questions à se poser pour s'assurer que c'est le bon type, le bon plastique ou la bonne boîte en carton, dépendamment de ce que tu veux faire. C'est tellement personnel au bout de la ligne que c'est difficile de dire à quelqu'un, fais ça, parce qu'au bout de la ligne, c'est dépendamment de tes croyances, dépendamment du niveau environnemental, dépendamment de ce que tu veux faire, les quantités et tout ça, fait toute la différence. Fait que c'est pour ça que des séminaires ou des colloques un peu comme on a eu aujourd'hui, la formation qu'on a aujourd'hui, nous enligne un peu plus sur qu'est-ce qu'on veut faire pour tranquillement te démarquer un peu des autres, parce que veut pas tout ce qui est en agroalimentaire, c'est juste de ça. Tu veux te démarquer, pourquoi? Pour que les gens te reconnaissent et qu'ils en prennent encore. Est-ce qu'on a toujours une hésitation du coût que ça va nous apporter? Parce que on le sait, là, dans la région ici, on essaie de rentabiliser le plus possible nos investissements. Est-ce que le coût d'un emballage est tout le temps un irritant? C'est sûr que c'est un irritant, mais c'est toujours la même chose. Le jour que tu fais de l'argent, le coût de ton emballage est rendu, tu sais, t'en ris un peu plus, mais tant et si longtemps que les entreprises nord-côtières sont pas encore rendues rentables, c'est sûr que c'est un irritant. Mais le jour que tu t'en vends un volume puis que les gens le reconnaissent puis que les gens en achètent, c'est plus un problème parce qu'à partir de là, il fait juste partie des chiffres dans ton bilan, mais il te fait plus mal parce que tu en fais plus de ce qui te coûte. Denis Picard, merci beaucoup. Merci. Attitude. On n'était pas stationné ici? En fait, c'était ici. T'es sûr? Très. Avec l'Escape 2017 équipé de Sync Connect alimenté par Ford Pass, ça n'arrivera plus jamais. Avec la nouvelle application Ford Pass, verrouillez, déverrouillez, démarrez et localisez votre véhicule de presque partout. En plus, vous obtenez 3 500 $ de rabais sur les Escape 2017 neufs et les membres de Costco admissibles reçoivent 1 000 $ supplémentaires. Avec un Escape rempli de technologie, c'est facile d'embarquer avec Ford. Détails sur trouvervotreford.ca. Sont mes clés. À la recherche d'un camp d'été pour vos enfants, que ce soit en plein air, voile, explo-canot ou médiéval, une aventure imprégnée d'amitié, de dynamisme et de découverte vous attend au camp Sable Chaud d'Amqui. Un camp pas comme les autres, avec une équipe d'animation des plus dynamiques. Réservez dès maintenant, car les places sont limitées. Nouveau cette année, sentier écologique La Saracénie, le camp Sable Chaud d'Amqui, situé dans la vallée de la Matapédia. Info 88 629 3747 ou campsablechaud.com. J'ai vraiment hâte aux séries de la Coupe Stanley. Je veux rien manquer. Je vais suivre tout ce qui se dit sur le Canadien à la télé, les journaux à la radio, sur le web. Mais c'est pas facile d'être un vrai fan. Ça peut être facile. Avec absolumentfan.com, toutes les nouvelles de hockey sont là. Hey, c'est pas facile, hein, d'être aussi bien informé? Absolumentfan.com. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette. Votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles. Au 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. À notre chronique assurance, ce midi, on va parler des réclamations. Quand on fait des réclamations à nos assureurs, Guy Duchesne est notre expert pour la chronique assurance. Guy Duchesne de chez Accès Conseil. Bonjour Guy. Allô Jean. Les réclamations, Guy, c'est courant, hein? C'est pour ça qu'on se protège, parce que des fois, il peut nous arriver des avaries et puis on compte sur nos assurances à un moment donné. Beaucoup de gens vont se demander comment ça marche. Est-ce que c'est long? C'est sûr qu'il y a toujours un certain délai, là, mais il y a différentes étapes, hein, quand on vient à réclamer des choses à nos assureurs. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée de faire ce sujet-là ce midi. On a beaucoup de réclamations depuis le début de l'hiver, donc on va essayer de résumer un petit peu. Je vous dirais que j'ai sorti 4 ou 5 étapes là, du processus d'une réclamation. On va tenter
démystifier ce midi. Et alors, on commence par quoi, alors? C'est le traitement de l'urgence. Donc, à partir du moment où on a une réclamation, il y a une situation d'urgence qui arrive. Souvent, on a eu un dégât d'eau, il faut minimiser nos dommages. Toute une obligation de la part d'un assuré, là, c'est de minimiser ces dommages. Faire en sorte qu'à partir du moment où il constate un dommage, qu'il y a une réclamation possible, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de dommages au bâtiment ou à son véhicule. Faut minimiser nos dommages. Donc, on contacte notre assureur. La plupart des assureurs ont un service 24 heures, mais si on n'est pas capable d'y rejoindre pour une raison X où on n'a pas de réponse, il faut faire en sorte de s'assurer de fermer l'eau. Par exemple, si on a un dégât d'eau par un boyau de la vaisselle qui a fendu, il faut fermer les valves de la laveuse pour éviter que l'eau continue de couler. Et il faut ramasser l'eau. Si ça arrive le vendredi soir, on peut pas laisser l'eau là toute la fin de semaine ou attendre pendant 24-48 heures que quelqu'un vienne la ramasser. Donc, faut soit contacter une compagnie pour le faire ou si on est habilité à le faire nous-mêmes ou dépendamment de l'ampleur du dégât. Donc, il faut minimiser nos dommages. Oui, les assureurs peuvent être des bons conseillers aussi, des fois dans ces choses-là, sont habitués de faire affaire avec des sinistrés. Nous, souvent, c'est la première fois quand on fait une réclamation. Effectivement, c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. Même chose lorsqu'on y arrive un incendie, s'il faut faire du barricadage, les fenêtres ont été cassées, il faut mettre du chauffage temporaire durant l'hiver. Donc, il faut s'assurer que ces travaux-là se font. Mais en temps normal, notre assureur est là pour nous supporter parce qu'ils ont un service 24 heures. Bien sûr aussi, si on fait des travaux de réparation, par exemple de remplacer un tuyau de plomberie qui aurait fendu, il faut garder les pièces pour pouvoir les montrer à notre assureur. Ensuite vient la deuxième étape, lorsque la situation d'urgence va être sous contrôle. Là, l'expert en sinistre de l'assureur va entrer en ligne de compte et toute la vérification, l'enquête et l'évaluation des dommages va se faire. Donc ça, c'est un processus qui prend un petit peu plus de temps. Donc l'assureur va vous poser des questions sur la cause du dommage, sur la nature. Par exemple, si c'est un problème électrique, on va vérifier s'il y a eu des réparations dernièrement de fait par un entrepreneur électricien. Si c'est un problème de plomberie, est-ce que il y a eu des réparations, la valve avait été changée dernièrement, est-ce qu'il y a eu des travaux de fait dernièrement, afin d'établir comme il faut la cause ou si c'est simplement relié à l'usure. Dans le cas d'un incendie ou même de certains vols, certaines réclamations, il y a un peu deux enquêtes, quoi. Les assurances font un travail, les policiers, les pompiers un autre? Oui, les policiers vont faire une enquête du côté criminel, voir pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause criminelle, tandis que l'assureur va plus faire une enquête, va s'assurer, c'est certain que le client n'est pas en cause en incendie. Si les policiers enquêtent et disent on pense que c'est l'assuré qui a mis le feu, l'assureur va enquêter également, mais c'est des choses quand même plus rares. Oui. On ne souhaite pas ça. L'assureur va plutôt faire une enquête du point de vue recours. Donc, est-ce que, par exemple, il y a eu des travaux électriques de fait la semaine d'avant dans l'entrée électrique de la bâtisse et là, le feu prend là, peut-être qu'il y a eu une erreur de fait de la part de l'électricien et l'assureur pourrait tenter un recours à ce moment-là contre l'électricien. C'est plus de ce côté-là que l'assureur va faire son enquête. Ensuite, il y a toute l'évaluation des dommages, donc évaluer les dommages au contenu, évaluer les dommages au bâtiment et choisir un entrepreneur, par exemple, pour faire les travaux de réparation à la bâtisse. L'assureur, souvent, va vous suggérer des entrepreneurs avec qui ils font affaire régulièrement, avec qui ils ont des ententes. Des fois, les gens sont réticents à prendre ces entrepreneurs-là. Il y a certains avantages à le faire, donc normalement, les travaux peuvent se débuter plus rapidement parce qu'il y a déjà des ententes de coûts avec l'assureur. Il y a un service rapide et souvent, les travaux sont garantis. Par contre, puis ça, je tiens à le préciser, c'est toujours le choix du client de prendre son propre entrepreneur. Si l'assuré veut pas faire affaire avec le réseau, le fournisseur suggéré par l'assureur, il a le droit de prendre celui qu'il veut, que ce soit une réparation, un carrossier en réparation automobile, que ce soit un entrepreneur en construction. Le client a toujours le droit de choisir son propre entrepreneur. Très important. Ensuite, il y a la période des travaux. La période des travaux de réparation du bâtiment ou de l'automobile et le remplacement du contenu. Donc, pour normalement bénéficier de la valeur à neuf dans la majorité des contrats d'assurance, il faut que les biens soient remplacés. Donc, à ce moment-là, un coup qu'on s'est entendu avec l'assureur sur la valeur, on peut procéder au remplacement et on va être remboursé ensuite par notre assureur. Il y a toujours une partie qui n'est pas payée par l'assureur, donc la cause du dommage. Ça, c'est toujours exclu. Je vais donner un exemple. Si vous faites un accident parce que vous manquez de frein, l'assureur va payer des dommages à la carrosserie, mais ne paiera pas les freins qui étaient usés. Même chose si c'est les boyaux de laveuse, dans mon exemple de tantôt, qui ont fendu, l'assureur ne paiera pas les boyaux de laveuse, mais va payer les dommages par l'eau. Donc, il va toujours avoir une exclusion. Des fois, la plupart du temps, c'est minime le coût de réparer la cause, mais ça peut être plus élevé. J'ai un cas présentement où c'est un moteur, la cause, c'est le moteur du véhicule qui était usé, fini, et les dommages sont strictement
au moteur. Donc, malheureusement, il n'y a pas de rien qui est payant parce que la cause du dommage... Il y a une question de responsabilité aussi du propriétaire à ce moment-là, là, qui a peut-être mal entretenu ou mal surveillé l'usure de son véhicule. Effectivement. C'est des choses qui sont à discuter à ce moment-là entre l'assureur et le client. Il y a également toujours aussi la franchise qui est applicable sur un contrat en temps normal. Avant de réclamer, pensez à votre franchise. Si vous avez une franchise de 500 $ et que les dommages sont de 600, ça vaut peut-être pas la peine de réclamer. Ça fait une réclamation à votre dossier. Vous êtes sujet à avoir des augmentations de primes par la suite, donc faut y penser à ça. Et bien entendu, la limite d'assurance. Donc, si vous êtes assuré pour 350 000 pour votre maison, ben l'assureur ne paiera pas plus que 350 000, sauf des fois certaines petites extensions qu'il peut y avoir dans le contrat d'assurance. Mais une bonne chose, c'est qu'il y a une limite également avec les montants d'assurance. Et finalement, dans certains cas, surtout en automobile, il peut y avoir une dépréciation sur des pièces. Donc, si votre véhicule n'a pas de valeur en neuf dessus, l'assureur peut à ce moment-là appliquer une dépréciation basée sur l'usure des pièces. Donc, ça, c'est les choses qui vont être déduites de votre règlement, mais qui sont normalement toujours expliquées avec votre assureur. Et la dernière étape, c'est le remboursement, quoi? Le paiement la dernière final, étape, c'est le remboursement, finaliser le dossier. Puis, les délais, c'est ce que je voulais un peu rassurer les gens. En temps normal, le délai d'une réclamation, ça se passe très bien. Quand on parle d'une réclamation mineure, en automobile, entre autres, une réclamation mineure, on parle de quelques jours pour finaliser le règlement. Par la suite, il y a des délais des fois avec le carrossier s'il n'y a pas les disponibilités pour faire la réparation immédiatement. Mais ça va quand même bien. Lorsqu'on parle d'une perte majeure, d'un incendie majeur dans un bâtiment, il faut prendre le temps de faire les choses. Des fois, les gens trouvent ça un petit peu long, mais il faut prendre le temps de bien comprendre le règlement. Il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a des vérifications. Lorsqu'on parle d'un incendie, il faut vraiment s'assurer qu'un coup, la reconstruction fait, qu'il n'y aura plus d'odeur de fumée dans la maison, que tous les travaux vont avoir été faits comme il faut. Donc, il faut prendre le temps de bien analyser les dommages au bâtiment. Et ça, des fois, ça prend quelques jours, quelques semaines. Donc, il faut que les gens soient patients. Des fois, les délais sont là vraiment pour être certains qu'ils vont être bien réparés, qu'ils vont être remis dans les mêmes conditions qu'ils étaient avant. C'est pour ça qu'on s'assure. Oui, c'est des dossiers importants. Et on le voit, hein, on a intérêt à avoir notre assureur à proximité parce que nous, on est profanes dans ce domaine-là, mais lui est capable de nous réexpliquer puis de cheminer avec nous, finalement, dans toutes ces étapes-là. C'est d'avoir un courtier d'assurance à nos côtés parce que lorsqu'on a une réclamation, votre courtier va être là pour s'occuper de vous puis répondre à vos questions et vous rassurer là, sur les propositions de votre assureur. Et avec Accès Conseil ici à Sept-Îles, on a tout ça, là, dont le service de 24 heures pour des réclamations. Curieusement, ça arrive souvent à des heures impossibles, les accidents, là. Ah, effectivement, c'est régulier, c'est le soir, c'est les fins de semaine, donc on a un service 24 heures pour vous supporter dans tout ça. Eh bien, Guy Duchesne, un gros merci pour cette chronique assurance d'aujourd'hui. Merci, Jean, bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Et ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce 28 mars 2017. Tommy Auger, un gros merci pour la co-animation aujourd'hui. Demain, mercredi, c'est Valérie Dionne qui sera avec moi à l'émission Côte-Nord Attitude. Toi, tu vas aller te concentrer sur ton vrai travail, celui de journaliste à Cogeco TV. On va voir quoi comme reportage cette semaine? La semaine d'appréciation de la jeunesse du Club Optimiste. Ils ont fait un beau souper lundi soir passé et des tours d'hélicoptère aussi. Fait que je vous présente des belles images. J'ai eu l'occasion de monter dans les airs avec les jeunes aussi. Le forum Innovation Stratégie là, qui a eu lieu le 9 mars. Là, on revient là-dessus. On n'avait pas eu le temps de vous présenter. Très intéressant ce qui s'est parlé. D'innovation, c'est pas juste pour la jeunesse, mais il faut utiliser sa tête avant d'utiliser des gadgets. Et la station Galix, on revient un petit peu un bilan. Là. On parle de la campagne et de la saison en général. Ben voilà, ça c'est à suivre à Cogeco. On vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Au revoir, à demain.